Bonjour à tous et bienvenue dans 5 points de QI, le podcast préféré de ton autiste préféré. Je suis très fier de ce slogan, je trouve qu'il est extrêmement élégant. Bien entendu, c'est une boutade. Si tu écoutes ce podcast et que tu es autiste ou quoi, ne te vexe pas. Évidemment, tous mes respects à tout le monde, sauf les noirs. Alors, le podcast, le concept, et en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. L'idée, en fait, c'est vraiment de se dire, vas-y, on part d'un sujet de base, euh, on se prend un petit sujet qui est sympa, un petit jeu, une série, un film, peu importe, et puis on voit ce que ça donne. On dévie quand on a envie de dévier, on se fait plaisir, le but c'est vraiment de se marrer, voilà, d'insulter 2-3 personnes au passage. Ça peut très bien aller voilà, on parle pendant 5 minutes d'un The Witcher, et puis soudainement il y a une insulte raciste qui passe, ou un truc un peu transphobe. Mais bref, le concept est posé. Et donc pour ce premier podcast, je me suis dit qu'on allait commencer par le meilleur jeu de tous les temps, en tout cas celui qui revient le plus souvent dans les classements comme étant le jeu le mieux noté, le plus apprécié de tous les temps. C'est pas forcément mon préféré à moi, mais ça reste quand même absolument historique et légendaire, on va pas se mentir. Il s'agit bien évidemment, vous l'avez vu dans le titre, de Zelda Ocarina of Time, cultissime parmi les cultissimes. Faut savoir du coup mon histoire avec ce jeu, elle est particulière. C'est pas non plus la folie, mais c'est un peu drôle quand même, donc je vais vous le raconter. L'idée c'est que quand j'étais petit, fut un temps j'étais jeune, voyez-vous, ma mère était anti-jeux vidéo. Elle ne supportait pas l'idée que j'en ai à la maison. Donc jusqu'à, je sais plus, c'était 6 ou 8 ans, quelque chose comme ça, je n'ai jamais eu de console à la maison. Elle ne voulait pas parce que, oh là là, ça rend... les jeux vidéo, ça rend violent. Bon, dans mon cas, elle avait raison puisque je suis le plus gros rageux que la planète ait jamais connu. Là-dessus, elle n'avait pas tort du tout. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, ça y est, je me perds déjà. Ça fait 3 minutes que j'ai commencé, j'arrive déjà plus à retrouver le fil. C'est catastrophique. Elle ne voulait pas que j'ai de console à la maison, donc évidemment les parents ne m'en ont jamais acheté. Et un jour, genre, je sais plus exactement comment ça s'est fait, mais mon père se ramène. Bon, on était déjà à l'époque de la PS2 bien avancée, quoi. On avait quand même déjà un peu avancé, mais mon père se ramène à la maison avec un sac plastique, et dedans, il y a une Nintendo 64 avec 2 jeux. Et il me dit, bah, le fils de ma collègue se débarrasse de sa console, il s'est dit que plutôt que l'acheter, il allait la donner à quelqu'un, du coup, bah, écoute, ils me l'ont donné, donc je te la file. Je dis, bah, donc c'est plutôt cool ça. Bon, après, j'étais content, mais c'était pas, voilà, on était à l'époque de la PS2, j'avais une 64, donc moi je me rendais pas compte à quel point c'était stylé, j'étais plus en mode, je veux la PS2, je veux la PS2, quoi. Et donc, Enfin bref, il me file le sac plastique avec 2 jeux. Ma mère, je sais même plus pourquoi, je sais même pas par quel miracle elle l'a pas défoncé mon père. Oh, elle a dû le défoncer dans mon absence à mon avis. À mon avis, j'ai pas dû voir la discussion passer, mais il y a dû avoir des mais qu'est-ce que tu fais là? On avait dit pas de jeux vidéo à la maison, mais qu'est-ce que tu branles? Je pense qu'en fait ma mère battait mon père pour une fois, elle a un peu inversé la tendance. Et donc j'ai eu la console, bon évidemment pas dans ma chambre, hein, faut pas déconner. Et dessus, il y avait 2 jeux. Il y avait 2 cartouches qui étaient, j'allais dire, fournies avec, mais que le collègue avait donné avec. Il y avait Zelda Ocarina of Time. Et il y avait Yoshi Story. Il y avait Yoshi Story. Ceux qui connaissent. Il ne doit pas y avoir grand monde qui est au courant de l'existence de ce jeu. Un jeu de plateforme en 2D avec plein de Yoshi de toutes les couleurs. Et c'était mignon comme tout, les graphismes étaient sympas. Bon, le jeu est pas non plus ouf, hein, on s'en doute. Surtout à côté d'un Zelda Ocarina of Time. Et évidemment, grosse merde que j'étais. Abruti fini que j'étais. Bah Zelda, j'y arrivais pas. Puis bon, des fois ça faisait un peu peur, les monstres et tout. On reviendra d'ailleurs sur les monstres qui font peur parce que ouais putain, il y a quand même des trucs dans Zelda. Ouf, ça rase quoi. C'est terrible. Donc je joue à Yoshi Story. C'est-à-dire que j'ai pris la décision. J'avais Zelda Ocarina of Time et Yoshi Story sous les yeux. Et j'ai pris, en mon âme et conscience, la décision de jouer à Yoshi Story. Putain, si je pouvais remonter dans le temps. Ouh putain. Ou je me ferais du mal. C'est moi-même qui me battrais.
Ah putain, j'ai de la morve dans la gorge là. Si quelqu'un en veut, n'hésitez pas à me dire. Ah. J'espère que vous appréciez ce son. Et donc, voilà, je jouais à Yoshi Story comme une énorme merde, un énorme lâche que j'étais. Pendant des années. Enfin, pendant des années, j'ai joué à Yoshi Story, j'ai acheté d'autres jeux sur la console, et en fait, Zelda, je l'ai toujours mis de côté. Je connaissais de loin la série, mais je savais pas à quel point c'était énorme, quoi. Et donc, je fais d'autres jeux. Turok, bon, c'était sympa, mais je savais plus. Je trouvais pas mon chemin, je savais pas où aller. J'ai joué à quoi? J'avais F-Zero X, F-Zero, le jeu de course de vaisseau, stylé. Puis à côté de ça, j'avais un jeu Star Wars de course de vaisseau, pas stylé. Vraiment, il tournait à. En fait, F-Zero, si vous voulez, c'était la version fluide, efficace et rapide, optimisée. Et puis à côté de ça, il y avait Star Wars, c'était la version nulle. C'était la version 3 FPS en fait, ça tournait à 3 FPS, c'était infâme, les contrôles étaient compliqués, ton vaisseau il passait plus de temps détruit que sur la piste, enfin bref, c'était une horreur. Et bref, il y a eu d'autres, enfin, une dizaine, une quinzaine de jeux comme ça sur la console. Et puis un jour, je me dis, vas-y, c'est bon, je sais que ce jeu est culte, je sais qu'il est légendaire, je l'ai chez moi. Bon, est-ce que je m'y mettrais pas un petit peu, quoi? Est-ce que ce serait pas le moment de m'y mettre une bonne fois pour toutes? Donc je lance le jeu. Je me dis, ok, je me focus et tout, et j'y vais. J'efface la sauvegarde qui était déjà présente dans la console, et c'est parti, quoi. Et là, bon, au début, on se rend pas compte, hein, on se rend pas compte tout de suite de la dinguerie, mais très rapidement, quand même, t'arrives dans tes premiers donjons, t'as la cinématique d'intro avec la petite fée. Hey, hey, listen, hey, listen. Sale pute, sale pute, sale pute. Donc la petite fée qui s'appelle Navi, je crois, de mémoire, Navi. Navi qui faisait plein de gâteaux, et qui faisait plein de cadeaux surtout. Comme ça, c'était le navigateur. Et donc la cinématique d'intro, il y a Link qui se réveille, petite caméra qui suit le village Kokiri, sur Link qui se réveille, on descend la petite échelle de notre cabane, on tombe sur Saria la Walk, hein, parce que voilà, Saria, je veux dire, bon, tu commences le jeu, tu peux pas te douter qu'il est légendaire, parce que au bout de 5 minutes, de 3 minutes, de 2 minutes même, tu tombes sur une meuf avec des cheveux verts, quoi. C'est compliqué, sachant que tous les enfants du village sont les enfants spirituels d'un arbre. Genre, ils sont nés d'un arbre. Bon. C'est-à-dire que là, il y a quand même beaucoup de hippisme. C'est compliqué, quoi. C'est pas évident. Tu commences, t'es là en mode, vas-y, je vais faire une grosse aventure, je vais combattre des ennemis, je vais parcourir le monde avec mon épée et mon bouclier. Et tu te heurtes à un premier obstacle, c'est une meuf à cheveux verts, quoi. C'est pas évident, heureusement qu'on est en 98, on sait qu'il n'y a pas de mauvaises intentions, voilà, il n'y a pas de score ESG à l'époque dans les entreprises, donc on est bien, et puis de toute façon c'est japonais, donc ça n'existe pas, ce genre de choses n'existe pas là-bas. Donc tu descends, tu crosses Saria, ta meilleure pote je crois de mémoire, ok super, tu vas commencer à choper tes premiers rubis en faisant des roulades dans les hautes herbes, tu vas derrière le petit... tu vas choper... Je crois que tu chopes le magasin... oui, d'accord. Tu chopes le bouclier dans le petit magasin du village. Et de mémoire, tu vas choper l'épée dans une petite zone cachée du village où il y a une espèce de boule là, qui roule et qui cherche à t'écraser. Et tu vas ouvrir un petit coffre et tu chopes l'épée. Je crois que c'est ça de base. Tu chopes ton épée, ton bouclier, et le but c'est d'aller voir l'arbre Mojo parce qu'il va pas bien. Alors l'arbre Mojo, c'est le père des enfants du village. Donc les enfants sont issus d'un arbre. Par où il accouche? C'est ça la vraie question. Par où il accouche? Putain, les japonais. Donc tu cherches à aller choper ton père, j'allais dire. Ça c'est moi, j'ai confondu Link et moi. Petit problème familiaux, bref. Et en fait, tu as un espèce de petit gars, je sais plus comment il s'appelle, et en fait, il te bloque le chemin, ce bâtard. Il te bloque le chemin. Peu importe que t'essayes de faire des roulades ou je ne sais quoi, t'essayes de tout faire pour passer, son personnage va toujours se glisser sur le sol de manière à te bloquer. Alors je sais plus, il faut accomplir un truc pour lui, enfin il est insupportable. Le type est roux de mémoire. Il me semble qu'il est roux avec des taches de rousseur. C'est-à-dire que t'es là,
Putain, j'ai encore le nez qui me prend la tête, là. Tu, tu es Link, tu te mouches. Ton destin, c'est de sauver le monde et la princesse Zelda. Et il y a un roux. Tu sais, un roux à tache de rousseur, là, insupportable. Tu sais, c'est cette espèce de racaille, mais que... C'est vraiment la petite racaille, mais de l'école primaire. Il est petit, il est roux, il a des taches de rousseur, ça j'ai déjà dit, mais il a aussi les incisives, là, les dents de devant qui sont extrêmement développées, beaucoup trop développées pour son âge. C'est d'ailleurs la seule chose développée sur lui. Et il fout la merde. Il est détestable, il est insupportable, il se comporte comme un petit con, que ce soit avec ses soi-disant potes à l'école, mais personne ne l'aime en vérité, avec ses parents, avec les profs. Bon, je te laisse deviner, il y a un de ces 3 groupes de personnes qui méritent de se faire emmerder par le petit gars. Il s'appelle soit Simon, soit Rémi. Il s'appelle Simon Rémi. Et il est insupportable. Il pique des crises tout le temps dès que t'es pas d'accord, alors que c'est lui qui fout toujours la merde le premier. Il est infernal. Ce genre de gosse, t'as envie de... C'est la parodie du gosse insupportable qu'on voit dans les comédies, sauf que lui existe vraiment, quoi. Voilà, donc tu te fais bloquer par ça, c'est absolument lamentable. C'est-à-dire que tu commences le jeu, tu te fais stopper par une walk et par la racaille rousse de l'école primaire, qui de toute façon va se faire démonter au collège parce qu'il est roux. Hein, donc, c'est peut-être en fait, c'est l'inverse de la vengeance. C'est-à-dire que la vengeance, tu subis quelque chose et ensuite tu fais subir pour te venger. Là, c'est l'exact inverse. Il fait subir aux autres et ensuite, parce qu'il est roux, et uniquement parce qu'il est roux, pas parce qu'il a fait subir, hein, uniquement parce qu'il est roux, et c'est très probablement mérité, il se fait démonter la gueule au collège. Le gars finit avec les cheveux encore plus rouges par le sang, à cause du sang de son crâne, quoi. Donc voilà, tu te fais bloquer par ce type-là, le petit Rémi, le petit Simon. Au bout d'un moment, tu passes et tu vas pouvoir aller aider ton père spirituel, donc l'arbre mojo, qui correspondra en fait au premier donjon du jeu. Alors ce qui est stylé, c'est que tu rentres à l'intérieur de ton père, quoi. C'est-à-dire qu'il ouvre la bouche, tu vas dans la bouche de ton père. Et ça, moi, ça m'a particulièrement touché, ça m'a ramené direct vraiment dans l'enfance profonde, quoi. Avec mon père, on avait une relation assez particulière, un coup j'allais dedans, un coup il allait dans moi, enfin bref, une petite histoire comme ça, donc ça m'a tout de suite la nostalgie a repris le dessus. Et donc premier donjon, premières énigmes, et là tu te rends compte qu'en fait, finalement je faisais une blague sur les autistes, mais en fait c'est pas mal d'être autiste face à Zelda, parce que les énigmes des fois, surtout dans les vieux Zelda, c'était quand même quelque chose, quoi. C'était pas évident, surtout quand t'es jeune, et puis du coup tu commences à comprendre la structure du jeu, quoi. C'est un petit entracte, un gros donjon, un boss, tu récupères le cœur qui te rajoute un cœur supplémentaire dans ta barre de vie, et on recommence. Petit entracte, donjon, boss, c'est toujours ça, avec 2-3 grands moments importants qui arrivent plus tard dans le jeu. Donc après tu découvres, grand classique, puisqu'à l'époque on nous cassait pas les couilles avec du féminisme de merde. Tu sauves la princesse, tu dois sauver une princesse, voilà, c'est bon, le pitch est là. Il y a 3 déesses qui ont rapporté une force, je sais pas quoi, la Triforce. Princesse Zelda, elle a la sagesse parce que c'est une femme, donc évidemment elle a pas la force ou le courage, ce serait que la sagesse. Toi, tu as le courage parce que t'es vaillant, et Ganondorf a la force parce que la force c'est stylé, mais tu peux en faire des trucs méchants, donc c'est lui le méchant. Voilà, tout simplement. La princesse est en danger, le royaume est en danger, tu vas tuer Ganondorf pour sauver le royaume, enfin voilà l'idée, quoi. Putain, c'était simple, il n'y avait pas un scénario compliqué du tout, et pourtant on s'y attachait à mort à l'univers, quoi. Même si le scénario était pas profond, t'avais vraiment un attachement parce que tu avais déjà un début de monde ouvert. Alors c'est pas le premier à l'avoir fait ou quoi, mais il était super bien foutu, quoi. C'est-à-dire qu'au début, donc t'as toute cette intro, Kokiri, village Kokiri, arbre mojo, et après tu sors et t'arrives dans la plaine d'Hyrule. Et la plaine d'Hyrule, même si tu mets 300 heures pour parcourir 500 mètres, puisque au début t'es à pied, t'as pas encore Epona, quel plaisir de se dire, putain, c'est un monde ouvert, où vraiment tu peux aller librement, quasiment n'importe où, sauf petit blocage dû à l'histoire, et ça vit. Tu retrouves tes personnages qui sont dans leur petit village, ils n'ont pas des interactions aussi poussées que maintenant, mais ils sont toujours là, ils font leur petite vie, tu peux discuter avec eux, des fois ils ont des choses intéressantes à te dire, des fois non,
Et la map est grande, quoi. Vraiment, t'as différentes factions, différents coins, le château, les auras. On reviendra sur les auras, évidemment. Les Gorons, les Gerudo. J'ai envie de chier, je fais une petite pause. Je reviens tout de suite. La bise, les amis. Oui, donc, j'arrive pas à faire caca. Voilà, la vraie conclusion, elle est là. Je n'arrive pas à chier, c'est un enfer. Je ne comprends rien au Covid. J'ai chopé le truc la semaine dernière. Les symptômes sont partis. Tous. Par contre, j'ai mal au ventre et j'arrive pas à chier. C'est infernal. Ça n'a aucun sens. Comme ce putain de podcast. Bon, je parlais de l'univers. Moi, je disais oui, ouais, la map super, super intéressante, super agréable à parcourir. Plein de petits coins. En fait, on se souvient à force de par cœur, bah ouais, à tel endroit, il y a tel personnage qui peut te proposer. Bon, il propose pas beaucoup de quêtes, mais tu te souviens vraiment des emplacements de chacun. T'as vraiment la map en tête. C'est vraiment, c'est génial parce qu'en plus c'est pas une grosse carte finalement. Elle est relativement petite, mais du coup tu te rappelles par cœur de où se trouvent les différentes zones, factions, personnages, etc. C'est vraiment très 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 stylé. C'est vraiment un plaisir incroyable. Oh putain, je suis en train de me rappeler là. Je suis en train de me rappeler. La place du marché. La musique de la place du marché quand tu vas au château d'Hyrule, là, que t'es gosse, avant qu'elle devienne absolument terrifiante quand tu grandis. La petite place du marché avec les mini-jeux où c'est la fête et tout là. Attends, on va s'écouter ça quand même, c'est hyper important. Marketplace. On dirait que je vais acheter un truc sur Facebook. Marketplace. Ocarina of Time OST. On va s'écouter cette tuerie là. Ouais. Oh là là, mais oui, mais ça c'est légendaire, ça c'est historique. T'arrives sur la petite place du marché, tout le monde fait la fête. C'est génial. Tu vas faire ton petit jeu. Oh putain, j'ai envie. Oh oui, le jeu avec les missiles. Tu prends des espèces de missiles que tu poses au sol qui avancent comme des espèces de petits serpents en ondulant et tu dois réussir à taper des cibles qui deviennent de plus en plus petites. Et si t'arrives à la cible la plus difficile, je crois que tu chopes un espèce de rubis qui t'en donne 100. La petite pièce avec le soldat qui est là, qui fout rien de la journée. Là, il y a une espèce de pièce fermée. T'as un garde qui est là. Le gars ne sert à rien. Il surveille littéralement des vases. Il y a rien du tout. C'est une salle avec, je sais pas, il doit y avoir 20... Ouais, une bonne grosse vingtaine ou trentaine de vases. T'as un soldat dans le fond qui fait rien. Et tu saccages les vases comme un énorme porc. Tu fais... tu vois, un peu comme s'il y avait eu un délinquant de merde qui se fait tirer dessus par la police et que toi t'es un jeune de quartier et que tu décides de foutre vraiment la merde et de tout brûler, tu vois. Voilà, je dis ça vraiment, le parallèle est complètement hasardeux, j'ai dit ça complètement au pif, hein. Mais en gros c'est ça, tu fous la merde à l'intérieur alors que le gars n'a rien demandé, et puis bah comme en France, le garde ne fait rien, c'est-à-dire que vraiment tu es libre de tout saccager, et le garde n'en a rien à foutre, c'est vraiment une belle représentation de la France des années 2020, quoi. Magnifique. Tu saccages tout, tu récupères les rubis et tout, t'es plafonné au début à 99 rubis jusqu'à ce que tu arrives à choper une sacoche qui te permet d'aller, je crois, tu peux aller jusqu'à 300, enfin 299 ou 499, je sais plus. Et enfin bref, c'est génial, il y a plein de petits trucs sympas comme ça à aller voir dans la carte. D'ailleurs, la place du marché, putain. Parce qu'en fait, pour ceux qui connaissent pas, tu as une longue phase, très très longue phase, hein, vraiment 3 longs donjons, tu parcours la carte et tout quand t'es enfant. Et après, tu grandis. Et à partir de là, de mémoire, je crois que t'as 7 donjons, t'as 6 ou 7 donjons une fois que t'as grandi, que t'as avancé dans le temps. Et là, mais putain, tu te dis, mais le contenu du jeu, quoi, vraiment, mais incroyable. C'est tellement long, mais jamais ennuyeux, c'est fabuleux. Et en plus, le temple est à côté de la place du marché, le temple qui te permet d'avancer dans le temps. Donc je sais plus, tu mets l'épée ou tu retires l'épée, je me souviens plus. T'avances dans le temps, tu deviens Link adulte. Tu ressors pour aller à la place du marché. Et là, putain, quand j'étais gosse, mais j'étais terrifié. C'était infernal. Tu sors, plus un bruit. Juste, je crois que t'as un gros bruit de vent. Et
et t'as des morts-vivants. T'as des morts-vivants qui traversent la place du marché à 2 à l'heure. T'entends des cris aigus terrifiants. Et c'est tout. Tu passes de la... Attends, mais tu passes... Tu passes de ça... Voilà. Bonne ambiance, on s'amuse. Et après... Ah putain, est-ce que je vais pouvoir... merde, comment je peux rechercher ça? On va mettre... Mort vivant... Off time. Le secret, les gens rien à foutre. Putain, je veux le cri. Marketplace. Ocarina of Time. With Zombies, je sais plus comment il s'appelle. Le cri. Ah, je pense que je vais l'avoir là. Là. Ah putain, oh, la qualité. Non mais attends, c'est quoi? J'ai une vidéo qui est maximum en 240p. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Là. Alors c'est pas exactement le même endroit, mais c'est les mêmes monstres. Ah, il va se mettre à crier. Bon, non, en fait, non, j'arrive pas à le retrouver. Là, je viens de voir Link en train de se faire pomper par un mort-vivant. Enfin bref, c'est pas exactement ce que j'avais recherché. Je suis tombé sur le mauvais site, visiblement. Ah, si, peut-être là. Ouais, là, tu sais. Il sort du temple du temps, il y a ce bruit-là. Là, il arrive sur la place du marché. Ah, y a pas les cris, putain. Putain, vas-y, ça marche pas. Fait chier. Y a pas les cris. Ah. Bon bah tant pis. Enfin bref, déjà t'as l'ambiance entre la musique là et le son que vous venez d'avoir là, normalement tu sens un petit peu la différence. Les machins faisaient des cris hyper aigus, c'était horrible, on aurait dit l'espèce de sifflet angoissant là, qu'on a des fois dans certains audios. Enfin bref, l'angoisse totale. Tout est en ruine, le ciel est violet presque noir, enfin c'est l'horreur, vraiment, il y a des passages dans Ocarina of Time qui sont absolument mais terrifiants. Ces zombies là déjà ils me mettaient pas à l'aise, ces espèces de morts vivants, et puis t'avais aussi une créature blanche là, comment elle s'appelait, je sais plus, une espèce de créature blanche qui a des bras qui sortent du sol, que tu n'as que dans les temples les plus sombres du jeu, et putain la tête que ça a, mais quelle angoisse! Putain, c'était comment? Je vais essayer de vous retrouver au moins le nom, que vous puissiez le rechercher. Attends, je vais mettre une petite pause, le temps de rechercher, ce sera moins chiant pour vous. Ok, ça y est, c'est le poignant. Vous recherchez le poignant, mais il n'y a rien de poignant, ce fils de pute. Il n'est pas poignant du tout. Recherchez le poignant. Bon, là, évidemment, c'est les graphismes de l'époque, on est adulte et tout, mais franchement, gosse, dans les espèces de couloirs sombres du temple des ombres et tout, avec la musique angoissante des combats, tu tombes sur ça. Mais, pouah, la chiasse que tu tapes. Mais une horreur, le truc. Il est terrifiant, quoi. Putain, qu'est-ce qu'il leur a pris, quoi? C'était un jeu tout public, ils ont foutu des trucs comme ça, mais c'est des fous furieux. Bon, après, d'un côté, au moins, on prenait pas les gosses pour des Mongoliens avec les merdes qu'on leur sort aujourd'hui, c'est un petit peu plus intéressant. Au moins, on les confronte un petit peu à la difficulté et à la peur, et c'est une bonne chose aussi, mais c'est vrai que là, putain, ils sont quand même allés assez fort, hein, putain, oh le poignant. Plus jamais. Voilà, là, j'ai complètement dévié sur la partie marketplace, enfin la place du marché, etc. Ouais, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait le domaine Zora, moi je kiffais le domaine Zora avec les Zora déjà, puis le côté un peu aquatique et tout. Bon, le temple était éclaté. Le premier temple du domaine Zora était éclaté parce que tu rentrais dans un poisson. C'est-à-dire que tu commences le jeu, tu vas à l'intérieur de ton père l'arbre. Ça, c'est une insulte que tu sors jamais dans la vraie vie. Tu vas à l'intérieur de ton gros père l'arbre
Et plus tard dans le jeu, tu rentres à l'intérieur d'un gros poisson. En fait, c'est quoi le taf de Link? Quel est son objectif exactement? Est-ce que il veut sauver le monde ou est-ce qu'il veut baiser tout ce qui fait partie du règne du vivant, quoi? Vraiment, le gars veut rentrer dans tout ce qui existe. J'allais dire tout ce qui respire, mais pas sûr que les arbres respirent, mais bref. Le mec est un pénétrateur incroyable. Calme-toi, Link, ça va aller. Y a Zelda qui t'attend. Bon, elle te fera qu'un bisou. Tu vas être déçu, tu vas pleurer en te masturbant. Mais au moins, ce sera une femme, quoi. Ce sera pas un arbre ou un poisson géant. Le mec est malade. Les auras, c'était trop stylé. T'avais une musique un peu plus enivrante, un peu poétique quand tu rentrais dans leur domaine, parce que vraiment, c'était les espèces de sages avec, voilà, qui maîtrisent l'eau et tout. C'était super. Avec la petite princesse Zora qui était, j'allais dire qui était mignonne, mais putain, non, mais elle était charmante, elle avait un petit charme, tu vois, dans l'histoire du jeu. Putain, j'ai passé pour un fou. Mais en plus, je le sais, on le sait tous. Il y a des fils de pute qui ont cherché Zelda, pas Zelda, la princesse Zora, là, je ne sais plus comment elle s'appelle. Princesse Zora, Rule 34, pour ceux qui connaissent, la règle 34. Alors, pour ceux qui connaissent pas, je pense qu'il y en a pas beaucoup parmi vous qui savent ce que c'est, mais la règle 34, c'est plutôt en anglais, c'est Rule 34. C'est une règle qui dit que tout personnage fictif a son alternative porno. Putain. Tout. Vraiment tout. J'ai recherché pour rigoler. Non, allez, pour me masturber. On assume pour se masturber. Vraiment, j'avais très envie de ça. J'ai recherché Cuphead, le jeu Cuphead, Rule 34. J'ai eu des résultats. J'en en parlerai pas. Je ne dors plus la nuit depuis, mais ça existe. Rule 34, c'est le nid. Mais le nid à dégénérer ultime, je pense. C'est presque pire qu'un meeting de Jean-Luc Mélenchon. Presque. C'est de la pure folie. Et je sais qu'il y a des mecs qui ont recherché donc Princesse Zora, je sais plus comment elle s'appelle, Princesse Zora, Rule 34, et qui se sont, putain. Ils ont attrapé leur énorme sexe. Non, je rigole, il est minuscule. Ils ont attrapé leur sexe qui lui-même a de l'acné. Les mecs ont de l'acné sur le gland. Et leur pubis est aussi gras que leur chevelure. Je le sais. Ils se sont branlés sur Princesse Zora, Rule 34. Je vous rappelle qu'on vit dans un pays et un monde où, en tout cas sur Internet et dans l'urne, la parole de quelqu'un qui se branle sur Princesse Zora, Rule 34, a la même valeur que les paroles, je ne sais pas, d'un entrepreneur, d'un mec qui a 35 ans de carrière dans le bâtiment, tu vois, voilà. Un mec qui est un entrepreneur à succès qui a fait son beurre en partant de rien, quoi. Voilà, ces gens-là sur Internet et dans l'urne n'ont pas une parole qui a plus de valeur que Titouan qui se branle sur Princesse Zora Rule 34. Voilà l'époque dans laquelle on vit. C'est formidable. J'aimerais bien retourner à l'époque de Ocarina of Time, c'était déjà un petit peu plus intéressant. C'est absolument dramatique. Enfin bref, petit aparté sur la Rule 34 qui est formidable. Vous pouvez rechercher tout. J'essaye de vous trouver un truc terrible. Je dis Cuphead, ça a marché. Je suis persuadé. Ah non, attends, ça c'est français, donc il y a peut-être un tout petit peu moins de chance. Prenons un truc américain pour être sûr d'avoir un résultat. Le dessin animé Dexter, la sœur de Dexter là. Voilà, le dessin animé Dexter avec sa sœur qui est grande, qui est une petite poufiasse. Vous recherchez, je suis sûr, vous retrouvez son nom, vous tapez Rule 34, vous avez au moins 3 pages de résultats. C'est catastrophique. C'est absolument terrible. Il y a vraiment des trucs là-dedans, mais c'est la porte des enfers, et c'est même pas dans le dark web, quoi. C'est vraiment accessible à tous. Enfin bref, c'est vraiment, putain, oh là 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 là. J'essaierai bien un jour de rechercher... S'il y en a qui sont courageux, vous recherchez Sandrine Rousseau, Rule 34, vous me dites s'il y a des résultats. Donc voilà. Ouais, il y avait les auras, donc domaine super sympa. Il y avait les gorons, avec la musique du mec qui a le hockey, là. La musique, c'est littéralement un gros qui a le hockey. Attends, je vais la remettre. Goron,
Village. Thème Ocarina of Time. Oh, 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 oh. En tout cas, dans ma tête, ça fait un espèce de truc... ou alors c'est un habitant de... C'est un habitant de quartier défavorisé qui crie, qui s'exprime. Putain, non, c'est trop raciste, je vais pas pouvoir la faire. Hein. Ah putain, c'est pas là. Non, il y avait le hockey là, vite. Voilà. C'est un gros qui a le hockey. Ou. Ou. Non, vas-y, c'est trop raciste. Vraiment, c'est pour la blague, hein, évidemment. C'est seulement pour la blague. Je voulais faire une blague sur les singes, mais vas-y, c'est trop limite. On va s'arrêter là pour celle-ci. Bref, village Goron, sympa. Les gros Gorons, ils sont marrants. Ils roulent pour se déplacer. On les aime. C'est vraiment, c'est les obèses sympas du quartier, quoi. Ils sont adorables. Et puis, il y avait quoi d'autre comme peuple? Après, il y avait donc tout ce qui est château d'Hyrule avec la garde royale, machin. Place du marché. Il y avait le village Cocorico, qui était hyper sympa le jour et terrifiant la nuit, une horreur le truc. En plus, dans le village Cocorico, il y avait le cimetière avec le temple des ombres, dans lequel il y avait le fameux poignant et les morts vivants. C'est vraiment, le contraste était énorme. C'est vraiment... En fait, c'est vraiment la définition de... C'est Paris, quoi. C'est-à-dire que Paris, la journée, on va dire que ça... Bon, non, en fait, c'est de la merde. Non, Paris, c'est quand même éclaté. On va dire les villes françaises il y a 20 ans. La journée, c'était stylé, tout allait bien, la vie était belle. Et puis la nuit tombée, bon bah si t'es une femme avec une jupe, c'est terminé pour toi, quoi. Tu finis entre 4 murs. Entre 4 murs et 5 tubs, quoi. Oh putain. Voilà, le village Cocorico, c'est un parallèle de Paris il y a 20 ans. Voilà. Bon, maintenant, Paris, ce qui est bien, c'est que c'est... la situation finale, tu l'as aussi la journée, quoi. C'est ça qui est stylé. Les choses évoluent dans le bon sens. Oui, si, t'avais les... Bah, juste... Putain. Justement, en parlant de Paris et de sa population un peu problématique, parlons des Gérudo. Parlons des Gérudo. Ce qui me fume, c'est vraiment... C'était une autre époque, c'était génial, parce qu'en fait, tout le monde était blanc. Bon, après, les Gorons et les Auras, c'est des créatures qui sont vraiment pas à forme humaine totalement, donc on s'en fout, elles étaient jaunes et blanches, mais on s'en fiche. Mais globalement, tous les humains, c'était des blancs, et les seuls... le seul peuple qui représente les Arabes, l'Orient, etc., bah, c'est des voleuses, voilà. Ah, la belle époque, putain. Ah, ils en avaient rien à foutre, mais quel plaisir, putain, on s'en foutait. Et en plus, les rebeux qui jouaient à Zelda Ocarina of Time, ils en avaient rien à foutre non plus que le peuple arabe soit des voleurs un peu du désert, machin. Ils s'en battaient les couilles. Hein. Les seuls qui se plaignent de ça, il doit y avoir, mais sans déconner, dans les gens qui se plaignent de ce genre de cliché là, c'est insupportable. Il doit y avoir 95% de blancs et littéralement genre, allez... 5%, allez, 3% de rebeux, 2% de blacks, ou l'inverse. Non, c'est plus souvent les blacks, les femmes noires qui vont se plaindre de certains trucs comme ça. Ouais, t'as 80% de blancs, 12% de femmes noires, parce que souvent les mecs noirs, ils en ont rien à carrer de ce genre de choses. Et t'as 8% de rebeux, mais vraiment, c'est minoritaire, quoi. C'est vraiment... putain, mais... enfin bref, ils en avaient rien à carrer. Je me remouche. Décidément, mes fluides aujourd'hui, c'est la fête, hein. Enfin, bref. Donc voilà, le peuple Gérudo, putain, la musique Gérudo. Non, je suis désolé, j'arrête pas d'interrompre pour les musiques, mais la musique Gérudo, je pense que c'est vraiment une de mes préférées. Je la trouve vraiment incroyable. Gérudo Valley. Tin, 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 tin. Oh là 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 là.
mais quel plaisir, putain, la musique, la Vallée Gerudo, c'est quand même... c'est incroyable, hein. Vraiment, c'est... De toute façon, les OST de Zelda, et de manière générale, c'est un truc qui va revenir souvent dans l'émission. De toute façon, les OST, moi, ça me... J'adore les bonnes OST, ça me rend fou. Je les écoute tout le temps, j'écoute plus d'OST que de vraie... Enfin, que de vraie musique, que de musique, on va dire, juste de musique, quoi, tout court. J'adore ça. Et ça va revenir souvent dans l'émission, parce que de toute façon, à chaque fois qu'il y a un truc japonais qui sort, les compositeurs japonais, mais putain, mais ils sont dans le futur. Ils sont tellement meilleurs que tous les autres, c'est vraiment... C'est incroyable, quoi, vraiment. Puis Zelda, bon, bah, de toute façon, la réputation des musiques de Zelda n'est plus à faire. Ouais, donc t'avais les Gerudo, et puis au milieu de la map, tu avais le ranch. Quand j'étais petit, je disais ranch lonlon. Putain, c'est moche. Ranch Lonlon, je crois, de mémoire, c'est comme ça que ça doit se dire. Dans lequel tu pouvais. Tu pouvais faire le fermier déviant. C'est-à-dire que tu pouvais enculer les poules. T'arrivais. Tu défonçais les... T'avais une troupe de poules, si tu mettais 1, 2, 3 coups, ça allait, et au bout d'un moment, elle pétait un plomb et elle te poursuivait jusqu'à ce que tu changes de zone de la carte, que tu rentres dans un bâtiment ou que tu sortes, soit jusqu'à ce que tu meurs, tout simplement. Tu pouvais mourir des poules, ça c'était absolument génial. Et tu pouvais t'en servir pour planer plus longtemps quand tu sautais, des plateformes aussi, putain, incroyable. Tu rencontrais Epona Petite quand t'étais petit, dans l'enclos du Ranch Lonlon, et après quand tu partais plus tard, je sais plus... Ouais, tu pouvais... Il me semble que pour choper Epona, il fallait que tu réussisses un petit défi dans l'enclos, en faisant des sauts, de la course, etc. Et après, le mec te laissait pas partir, mais tu pouvais sauter par-dessus la barrière de son ranch pour te barrer dans la plaine d'Hyrule avec son cheval, je crois, un truc comme ça. En gros, de toute façon, tu faisais le Gerudo, quoi. Tu faisais le Gerudo ou l'habitant de Barbès, c'est-à-dire que tu te barrais avec le cheval sans demander de compte au propriétaire du cheval, quoi. C'était incroyable. Et là, tu pouvais explorer Hyrule beaucoup mieux. Tu pouvais aller dans la plaine d'Hyrule et te balader librement avec le cheval. Et putain, c'était génial. Les donjons, ça, on va s'arrêter un moment sur l'un d'entre eux. Vous savez déjà, ceux qui ont fait le jeu sur lequel je vais m'arrêter. Les donjons étaient quand même vraiment pas mal. Alors, moi, la première fois que j'ai fait le jeu, c'était mon premier Zelda. Et franchement, soit j'étais vraiment très très con, et ça je ne le sous-estime pas parce que j'étais quand même un sacré berlot et ça n'a pas beaucoup évolué depuis. Mais je trouvais ça très très dur, hein. Les donjons, j'ai trouvé vraiment pas facile. C'est très simple, j'ai fait toute une grosse partie du jeu, j'avais imprimé les... Mais quel fils de chien, mais quel chien j'étais. J'ai utilisé l'imprimante de mes parents pour imprimer des guides et pouvoir jouer au jeu. Bon, ça c'est un truc classique C'est un truc classique, bon, quand t'es gosse, quand t'avais pas le téléphone et tout, en plus, il y avait pas trop de téléphone à ce moment-là, portable, sur internet et tout. Donc t'imprimais un peu les pages de guide, et puis tu faisais le jeu avec ça, tu vois. Bon, c'est vrai que c'était pas aussi intéressant que de le découvrir par soi-même, mais moi ça m'allait, j'étais trop content quand même de faire le jeu comme ça, je me régalais. Par contre, là où je suis un énorme connard, c'est que j'ai imprimé des pages internet où le fond était noir, quoi. Mais l'encre que j'ai utilisée pour Zelda... 40 heures de jeu. 40 heures de jeu réparties en guide avec uniquement un fond noir et des lettres blanches. Mais vraiment le con. Mais le con originel, quoi. Putain. Oh, mes parents... je sais même pas si mes parents l'ont su, mais ils ont dû payer une facture d'encre à ce moment-là, les pauvres. Catastrophique. Et donc j'utilisais le guide et tout pour avancer dans les donjons. Mais globalement, ils sont excellents, hein. Les énigmes, de toute façon, dans Zelda, ça a toujours été une quasi-réussite à chaque fois. Je me perds complètement. Mais il y avait un temple sur lequel on est obligé de revenir. Alors le jeu, il est excellent. 95% du jeu est génial. Mais alors... On va s'arrêter sur une séquence qui pose problème. Le temple de l'eau. Le temple de l'eau. Le temple de l'eau. Putain. Mais qui est le fou furieux qui a créé ce temple-là ? Est-ce que c'est un mec qui détestait les gosses ? Est-ce que c'est un gars qui s'est fait harceler toute sa vie scolaire ? Est-ce que ses parents le tabassaient ? Je suis désolé, hein, évidemment, je ne souhaite pas d'avoir vécu un truc pareil, mais putain, mais il est fou. Les développeurs du Temple de l'eau sont des malades. Le niveau de difficulté, mais c'est de la pure folie. Tu as
pour ceux qui connaissent pas le temple de l'eau, je vais essayer de vous le décrire à l'oral, je vais essayer de faire ça de manière assez claire. Donc tu rentres dans le temple, faut imaginer une salle très haute, bon évidemment très large, très grande, il faut pouvoir vraiment se balader dedans et avoir des grandes pièces pour se repérer. Tu as donc une salle qui est très haute, elle est beaucoup plus haute que large ou longue. Au milieu, tu as une sorte de colonne dans laquelle tu peux rentrer qui elle aussi est très haute puisqu'elle fait toute la pièce en hauteur. Et tu as donc, c'est une pièce, finalement la forme est carrée, c'est un carré très long vers le haut. Et je crois qu'il y a, voilà, c'est un carré donc qui a 4 côtés à chaque fois. Et il y a 3 étages. Et en fait, selon le niveau de l'eau, tu peux nager à la surface ou utiliser des bottes spéciales très lourdes pour marcher au fond. Mais tu as évidemment le problème de l'oxygène qui se pose, etc. Donc il faut se dépêcher. Et tu as 3 niveaux. Donc ça veut dire que tu as la colonne au milieu qui a 3 étages avec au moins 1 à 2 entrées par étage. Et tu as la pièce en elle-même, la grande pièce en elle-même, qui a à chaque étage entre 2 et 4 portes qui t'emmènent aussi dans d'autres pièces. Il faut que tu t'organises pour aller... je sais même plus ce qu'il fallait faire, mais l'enfer sur Terre, putain! C'était horrible. Mais vraiment, ce temple-là, pour moi, il est acheté à la poubelle. En plus, le boss final, c'est ce que je sors depuis tout à l'heure de mon nez. Le boss final, c'est juste une grosse morve violette dans l'eau. Tout ça pour ça, mais c'était horrible, mais infâme. Tu devais aller chercher la clé en bas, on va dire au rez-de-chaussée, à l'ouest, pour ensuite trouver un moyen d'aller monter l'eau en bas au nord. Comme ça, tu montes l'eau et tu peux aller à la surface pour atteindre le 3e étage, enfin non, le 2e étage, du coup, tu avais rez-de-chaussée, 1er étage, 2e étage. Pour atteindre le 2e étage, mais cette fois côté est, et donc tu rentres la clé dans la porte, ça te donne un objet qui va t'être utile au 1er étage, à l'intérieur de la colonne, porte ou ouest, enfin, mais putain, mais les malades, mais c'était horrible. Mais même avec le guide, j'en ai chié à l'époque. C'était des malades, il y a des gens qui arrivent à faire ce temple sans guide la première fois, quoi, mais comment est fait votre cerveau, putain. Moi, je suis admiratif, hein. Je suis admiratif, mais moi, je peux pas. Ce temple, c'était pas possible. Mais je disais que c'était le podcast préféré de ton autiste préféré. Ton autiste préféré est sûrement capable de faire ce temple. Mais la personne lambda avec un cerveau qui fonctionne... non, j'allais dire qu'il fonctionne normalement, c'est dégueulasse pour les autistes, mais... une personne sans particularité cérébrale, franchement, c'est compliqué, quoi. Putain, la vache. Ah ouais, non, le temple de l'eau, c'est vraiment le seul truc que je jetterais à la poubelle. Je me souviens même pas qu'il y ait des musiques marquantes. Je me souviens à peine du truc, mais c'était... Enfin, je me souviens que de la forme de la salle, mais c'était l'enfer. Et puis le boss final est nul à chier, quoi. Le boss final était éclaté, c'est frustrant, c'était absolument pourri. C'est comme... tu vois, t'es à un date... T'as vraiment faim. T'as vraiment envie de te taper. T'as envie de taper dans presque n'importe quoi. Presque n'importe quoi, t'en peux plus. T'es à un date. La meuf est infernale. Elle a un comportement de gamine. Elle te saoule. C'est pas une histoire déjà vécue. Hein, je le dis au cas où. Si jamais, voilà, non, c'est pas un du vécu, mais j'imagine la scène. T'es à un date. La meuf est infernale. Elle a un comportement de connasse, mais tu te dis, vas-y, bon. Elle est à peu près bien foutue. Si au moins je peux taper dedans ce soir. C'est horrible. Si au moins je peux taper dedans ce soir, bon allez, je vais me forcer, je vais supporter son caractère de merde et au moins il se passera un truc et bon, ça sera déjà ça de prix, tu vois. Et après une soirée d'enfer, bon, t'arrives quand même chez elle, tu sens qu'elle a envie. Tu dis ok, vas-y, bon, j'oublie son caractère, je pense juste à son physique et ça va le faire. Et puis en fait, tu te rends compte que... En fait, les vêtements l'ont trop mise en valeur. La meuf est en fait... une fois qu'elle enlève son pantalon... en fait, tu te demandes comment la braguette pouvait être serrée pendant le date, parce qu'il n'y a pas la place. Il y a des poils de la chatte au nombril, enfin bref, le truc est infernal. Tu vois, voilà un peu la sensation que t'as quand tu parcours le temple de l'eau et que t'arrives au boss final, quoi. C'est vraiment... En plus, elle suce pas, enfin bref, le truc terrible, quoi. Le drame. Le putain de drame, la frustration est à son sommet.
Dieu merci, la suite du jeu est meilleure. Alors qu'avec la meuf, ce sera juste un au revoir et tu la reverras plus. Il n'y a rien de positif à en tirer. Enfin voilà. Donc tu fais tes 7 temples. Enfin, du coup, en tout, je crois qu'il y en a, ouais, il y a 9 ou 10. Tu fais le temple au cœur de la vallée Gerudo quand tu traverses le désert, là, avec les... Je sais même plus comment tu fais pour traverser le désert, mais ça, c'était trop bien aussi. Putain, vraiment, le jeu est extrêmement, extrêmement bon, quoi. Vraiment, c'était fou. Et, euh, et t'arrives à la fin, tu combats donc Ganon dans sa tour, là. Une espèce de tour qui est le truc classique, mais t'as une tour. Le donjon final, c'est une tour qui récapitule toutes les mécaniques que t'as vues depuis le début du jeu dans les différents donjons. Donc ça, moi, je trouve ça trop stylé, j'adore ce principe-là. Et, euh, et alors, le boss final, il est stylé, hein. Il est là, Ganon, waouh, il fait peur et tout, il est imposant à la fin du donjon, machin. Par contre, pourquoi le boss final, c'est une partie de ping-pong, en fait? Les mecs sont tellement japonais, sont tellement asiatiques, les développeurs, que le boss final, c'est une partie de ping-pong. Putain. C'est-à-dire que c'est juste Ganon. La première phase du boss, c'est Ganon Ganon tout court, qui t'envoie des boules, je crois, d'électricité. Et toi, tu dois taper dessus au bon moment avec ton épée. Et puis après, il retape. Ça va de plus en plus vite. Vous échangez des boules. Et puis à la fin, quand tu lui as mis deux... Putain, le jeu est bizarre. Quand tu lui as mis 2-3 boules dans le visage, voilà. Ça, voilà. Après ce que tu as fait avec ton père et avec le poisson, finalement, on n'est plus à ça près. Ton père l'arbre. Tu lui mets 2-3 boules d'électricité dans la gueule, le combat se termine. Donc déjà, t'as une première phase de boss final, ping-pong. Deuxième base de boss final, le mec se transforme en sanglier. Le mec devient un sanglier géant. Bon. Bon, au moins c'est de droite, c'est-à-dire que t'as des rebeux voleurs, t'as un homme qui sauve la femme, et puis t'as de la chasse au sanglier, quoi. Donc t'as quand même un peu le starter pack de la tradition, finalement. C'est très traditionnel comme histoire, mais putain, c'est comme ça qu'on fait c'est comme ça qu'on fait un bon jeu. En vrai, moi je suis pas du genre à dire que parce que c'est très traditionnel, c'est très dans les vieilles valeurs, que c'est forcément un meilleur jeu qu'un truc un peu progressiste. Parce que y a des jeux, moi, qui sont un petit peu des jeux, des œuvres, des histoires. Beaucoup d'histoires aujourd'hui, d'ailleurs, de toute façon, sont des trucs progressistes. Hein. C'est un peu relou parce qu'il n'y a jamais l'autre son de cloche, et ça, c'est un peu casse-couille. Mais il y a des extrêmes, il y a des histoires absolument géniales qui pourtant contiennent un petit peu de gauchisme, etc. Mais c'est pas... Quand c'est bien fait, que c'est amené de manière sobre, que c'est super bien écrit et tout, moi ça me dérange pas trop, même s'il faudrait qu'en fait il y ait 2 sons de cloche plutôt que d'en avoir qu'un seul. Mais voilà, tu vois par exemple, qu'est-ce que je peux dire Bah, de toute façon, on en parlera un jour, on sera obligé d'en parler, mais Mad Max Fury Road. Mad Max Fury Road, c'est un des meilleurs films d'action. C'est pour moi, à mes yeux, c'est le meilleur film d'action de tous les temps. Il est absolument légendaire et on en reparlera, je pense, un jour parce que vraiment, la dinguerie absolue. Et pourtant, même si c'est ultra burné, ultra bourrin, hyper intense et tout, et bah c'est quand même un film qui est féministe hein, à la base. C'est un film féministe qui met la femme au centre du truc, qui la met en valeur, qui montre qu'elle n'est pas faible et tout. Et pourtant, le film est incroyable. Et c'est possible de faire des très 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 bonnes histoires avec une base et un fond un peu gaucho quoi. Et ça manque parce que le problème c'est que la majorité de ce qui sort maintenant c'est non seulement gaucho et en plus nul à chier, ce qui fait qu'en fait on supporte plus quoi. Le wokisme existe, ça, c'est ceux qui disent que ça n'existe pas, putain, mais sortez de chez vous, réveillez-vous un peu. Putain, vous êtes insupportables. Ça existe, c'est partout, et ça crée... Il y a beaucoup d'œuvres qui se basent que sur ça et qui font que de la merde. Là, à l'époque où j'enregistre le podcast, il y a Dragon Age The Veilguard qui vient de sortir. Putain, oh la purge que ça a l'air d'être. À un moment, ton personnage, je crois que si j'ai bien compris, c'est ton personnage mégenre un personnage non binaire. Et du coup, pour se faire pardonner, ton personnage fait des pompes. C'est une punition. Il se fait non, pas pardonner, sanctionner. Il se fait sanctionner en faisant des pompes parce qu'il a mégenré un autre personnage. On est dans une époque médiévale. Ah putain de merde. Putain, j'en ai marre. Ah, c'est infernal. C'est BioWare qui s'occupe de ça. On en parlera aussi un jour. Ma saga de jeux préférée, je pense,
Je pense que c'est Mass Effect, vraiment, quand je prends du recul. La saga Mass Effect, pour moi, c'est la meilleure chose qui soit jamais arrivée à l'histoire du jeu vidéo. Et là, Mass Effect 5, que BioWare va faire avec les devs de Dragon Age qui vient de sortir. Mais putain. Mais en fait, c'est-à-dire que les Asari, qui sont censés être des espèces de personnages un peu chauves mais bleus, ils vont faire l'effort de leur rajouter des cheveux bleus par-dessus leur peau bleue pour que ce soit plus woke. J'ai vraiment pas hâte, putain. On va avoir un Garrus PD. Oh là 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 là. Et ça va rien raconter. Encore une fois, un truc. Mass Effect, ça a toujours. T'as eu le choix. Mass Effect, t'avais le choix entre être un gros, gros militaire patriote de droite, ou tu pouvais être aussi un mec dans la paix, dans le vivre ensemble, le progressisme, machin. Bon, dans la vraie vie, il y en a un qui marche mieux que l'autre, mais on va pas débattre là-dessus. Là, ce que j'ai peur, c'est que non seulement on est que du gros gauchisme, mais comment vilain qui te crache à la gueule, et en plus, une écriture de merde. Parce qu'à la limite, tu me fais une histoire. Mass Effect, ça parlait déjà de racisme, mais tu me refais une histoire un peu qui parle de racisme en sous-texte, mais avec une très bonne écriture, avec des super personnages, un lore de fou furieux comme on avait dans la trilogie de base. Moi, ça va, je l'accepte. Si à côté le jeu est très bon scénario, mais petite dose de woke à droite à gauche, franchement, c'est terrible d'en être arrivé là, mais en fait, on arrive à un point où, ok, tu vois, je l'accepte, je fais avec. Mais le problème, c'est que vu Dragon Age, putain, mais qu'est-ce qu'ils vont faire à mon Mass Effect, putain de merde. On va passer de la meilleure trilogie de l'histoire à un sac de merde, putain, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie. Enfin bref, quelle époque incroyable. Bon bref, sinon à la base on parlait de Zelda, mais j'ai l'impression que j'ai quand même un peu fait le tour du sujet. Le système de combat était ultra stylé. Système de combat où tu verrouilles l'ennemi avec une touche, comme ça tu gardes la caméra en permanence sur lui, un peu comme tous les jeux font maintenant quasiment. Et tu pouvais faire des sauts pour esquiver les attaques, tu pouvais faire des sauts droite-gauche. Des saltos arrière, des bonds en avant. Tu pouvais juste attaquer en bourrinant l'attaque à l'épée. Tu pouvais aussi sauter, faire un espèce de bond sur l'ennemi quand tu sentais que c'était le bon moment. Tu pouvais te protéger avec le bouclier. Mais putain, ils avaient tellement la maîtrise de la 3D de Nintendo dès le début, mais c'est incroyable. Ils étaient vraiment trop forts. Franchement, c'était absolument légendaire. Oh là, qu'est-ce qui se passe? J'ai un bug. Qu'est-ce qui me fait le coup? Ok, c'est bon, j'avais un petit souci sur l'ordi. J'ai repensé d'ailleurs pendant que je réglais le souci aussi à la quête de Bigoron, l'épée de Bigoron, pour ceux qui se rappellent, là, les vrais. Putain, c'était incroyable ça aussi. T'avais un énorme Goron. Un Goron, tu sais, c'était un peu la représentation de la cassos française qui a 20 enfants, qui touche toutes les allocs possibles. Son mari est dégueulasse, elle fait 1m20 pour 1m20 de large. Et lui, en fait, c'était ça en version géant, tu vois. Il était coincé, en fait, il était très gros, un gigantesque Goron. Et en fait, il y avait que son haut de corps qui dépassait, puisque le reste du corps était coincé dans une grotte, en fait. Il était un peu bloqué dans une grotte, et c'était un forgeron qui voulait te faire une épée, tu vois. C'était vraiment l'allégorie de la grosse qui reste sur son canapé et qui ne bougera jamais du canapé, quoi. C'est vraiment... Je pense que Bigoron touche les allocs des autres Bigorons qui travaillent toute la journée dans les mines. C'est lamentable, c'est un gros communiste de merde. Et tu avais une quête où en fait t'étais un peu livreur FedEx. Tu devais aller à chaque fois tu devais donner un objet à un personnage du jeu, et c'était marrant parce que t'avais appris un petit peu à connaître les personnages dans le jeu pendant plusieurs heures, à savoir où ils se trouvent, etc. Et t'avais le personnage il y avait deux possibilités. Soit il te disait de mémoire il faudrait que tu donnes cet objet à une personne qui, et là il te fait un espèce de schéma un peu flou de la personne, et toi tu dois te dire ok, ça me rappelle quelqu'un et je vais aller lui donner l'objet, et là t'avais tout le temps que tu voulais, le temps de réfléchir, etc. Et après tu avais aussi le truc de faut que tu donnes cet objet à ce personnage, et il faut que tu te dépêches parce que sinon l'objet va se détériorer ou je sais plus quoi, ou exploser ou je sais plus quoi. Et là t'avais le chronomètre qui s'activait. Et je me souviens de 1, il faut aller de je ne sais plus où au lac Ilia, le lac où tu pouvais faire de la pêche là, et aller dans une maison pour le donner à un mec qui vit dans une maison du lac. Et ça se jouait mais vraiment à
Allah, oh là putain, je deviens musulman, moi. À 3 secondes près. Si tu faisais un faux pas, c'était niqué, quoi. Vraiment, c'était horrible. T'avais une pression, t'arrivais en fait, tu as toujours un micro-chargement quand tu rentres dans les maisons, c'était pas chargé en temps réel. Tu arrives devant la porte de la maison, il te reste 3 secondes, tu l'ouvres, et là tu sais qu'il va falloir sprinter directement vers le gars et bourriner A comme un énorme porc pour lui parler à la seconde près, sinon c'était mort, tu devais recommencer encore 5 minutes de course. Je crois que tu partais du roi des auras jusqu'au lac Ilia et tu devais donner l'objet là. Et à la fin, quand tu avais fait tous ces petits allers-retours FedEx, tu te retrouvais avec la plus grosse épée du jeu, la plus forte, tu la tiens à 2 mains, t'as même plus de bouclier et tout, ça c'était vraiment une quête que j'avais bien aimé faire, quoi. Comme le lac Ilia, j'aimais trop faire de la pêche aussi, putain, combien de temps j'ai fait de la pêche dans Ocarina of Time, putain, c'est n'importe quoi. T'avais une activité de pêche au lac Ilia qui était vachement cool, tu devais choper le plus gros poisson possible, et quand tu battais un certain record, le vendeur il te donnait une récompense, ça devait être un gros rubis ou un truc comme ça. Enfin bref, c'était génial parce que vraiment t'avais à la fois la quête principale avec les donjons super bien foutus, super intelligents, les ennemis hyper malines et tout, des très bons combats qui étaient dynamiques, et en même temps t'avais ce côté un peu amusant, divertissant, la vie de tous les jours, quoi, avec les personnages qui te disaient voilà, qui te racontaient des petits trucs à la con, des petits mini-jeux à droite à gauche et tout, c'était vraiment une structure de jeu qui était tellement bien, c'est waouh, vraiment. Chapeau Nintendo, de toute façon c'est loin d'être le seul bon Zelda et c'est sûrement pas le seul duquel on parlera, puisque ce n'est pas mon Zelda préféré, et je garde le suspense. Mon Zelda préféré, quand je vais l'annoncer, bon, il y en a qui vont m'en vouloir, disons qu'il faut pas que je donne mon adresse, quoi, ou alors je sors plus jamais de chez moi. Je pense qu'il va y avoir des crimes de commis, puisque c'est pas du tout un Zelda qui met les gens d'accord, c'est même pas un Zelda qui est particulièrement apprécié, et pourtant moi vraiment il m'a transporté de fou, je l'ai vraiment adoré. Donc on en parlera une prochaine fois. Je désactiverai je désactiverai les pouces rouges, mais YouTube a déjà pré-shot le coup, puisque maintenant c'est interdit de critiquer qui que ce soit. Il faut valider toutes les merdes qu'on nous refourgue toute la journée, hein, sinon ça va pas. Il faudrait surtout pas remettre en question les gens qui font des choses minables. Ça c'est mieux de les enfoncer dans leur médiocrité et dans leur énorme merde purulente. C'est beaucoup plus intelligent. Dieu merci, ah putain non, je peux peut-être pas le dire, mais voilà, il existe des versions de YouTube où tu peux voir les pouces rouges, voilà, donc recherchez un peu, n'hésitez pas, et mettez des pouces rouges aux créateurs qui font de la merde, c'est très très important. Et du coup, pour ceux que vous aimez bien, et notamment ce podcast si vous l'avez apprécié, petit pouce bleu, petit commentaire, n'hésitez pas à m'insulter pour les vannes violentes que j'ai pu faire au cours du podcast, surtout si vous avez les cheveux teintés en bleu et que vous croyez encore en la politique et notamment celle de gauche. N'hésitez pas à me harceler en commentaire et à chercher mon adresse. Gros bisous à tous, c'était 5 points de QI, ciao.